Donc Jérôme, on t'écoute. Alors, bien bonjour à toutes et à tous. Et pour ce nouvel épisode de Ticket to Teach, nous allons plonger dans un aspect fondamental, mais parfois sous-estimé du jeu, le matériel. Oui, les dés, les pions, les plateaux, les cartes, tous ces éléments que l'on touche, manipule et parfois collectionne, que l'on protège, que l'on embellit, tous ces composants sont bien plus que de simples accessoires. Le matériel contribue à l'expérience de jeu, il en est même un acteur essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la matérialité compte tant, comment elle s'inscrit dans les cultures de jeu et quels défis écologiques elle soulève. Commençons par l'importance de la matérialité dans l'expérience de jeu. Un jeu n'est pas seulement une série de règles abstraites, c'est aussi un ensemble de sensations physiques. Le plaisir de tenir un dé, de le lancer, le plaisir de toucher un pion, le plaisir de sentir un bon manuel de règles tout neuf, ou encore de faire glisser une carte sous sleeve. Eh bien tout ça, ça participe à l'immersion. Comme le dit le philosophe Merleau-Ponty, le corps est notre moyen général d'avoir un monde. Cela signifie que notre perception du jeu est influencée par la manière dont nous interagissons avec le matériel, par la texture des objets, leur poids, leur forme. Et le matériel rend le jeu tangible. Il nous permet de sentir que nous participons à une réalité autre, créée par les objets eux-mêmes. Cela dit, tous les joueurs ne sont pas égaux face au matériel. Les profils ludiques influencent fortement la manière dont on perçoit l'importance de la matérialité. Un joueur collectionneur sera particulièrement sensible à la qualité des composants et à l'aspect esthétique des pièces. En revanche, un joueur minimaliste ou centré sur l'aspect stratégique pourra trouver le matériel superflu, privilégiant une expérience épurée où les composants n'ont qu'une valeur fonctionnelle. Cette diversité de profils montre à quel point le rapport au matériel peut varier d'un joueur et d'une joueuse à l'autre. D'un point de vue culturel, maintenant, la matérialité du jeu a des significations variées selon les époques et les lieux. Par exemple, dans les jeux de l'Antiquité, comme le sénet égyptien, les osselets ou les jeux d'échecs, effectivement, la matérialité, le matériau des pièces, qu'il s'agisse de bois, d'os, de pierre, témoigne d'une culture et d'une époque. Dans nos sociétés modernes, la matérialité du jeu peut aussi refléter des choix esthétiques, culturels et économiques. Le bois d'un Carcassonne, les figurines en plastique d'un Descent, ou encore les cartes à l'illustration minutieuse dans un Magic ou dans un Pokémon. Est-ce qu'on cite l'Orcana ? Non. Chaque matériau raconte une histoire, non seulement sur le jeu lui-même, mais sur les valeurs de ceux qui l'ont conçu. Il ne faut pas oublier que le matériel a aussi une dimension sociale. Il favorise l'échange, le partage, voire même des comportements inattendus comme l'accumulation. J'ai le souvenir d'une personne qui adorait accumuler dès l'instant où ça ressemblait à des billets ou à des pièces d'or ou à des ressources économiques. Et parfois aussi, on a des comportements inattendus comme le vol, l'accaparation. On va avoir une compétition parce que moi, je veux avoir cet objet avant que tu ne l'aies. Voilà, on a des fois des instincts qui sont plus ou moins primaires ou enfantins qui peuvent ressurgir. Mais ces interactions autour du matériel, ça crée une dynamique sociale qui est très riche, où les objets ne sont pas seulement des accessoires, mais des médiateurs d'interaction. Cependant, la question du matériel ne se résume pas non plus simplement à une recherche de sensation ou d'immersion. Elle soulève aussi des enjeux écologiques importants. Une grande partie des jeux que nous trouvons aujourd'hui, et je suis en train de regarder ce qu'il y a sur la table, et je pense qu'on est également dans ce cas de figure, eh bien une grande partie de ce que nous trouvons, eh bien, c'est produit en Chine. Et cela pose plusieurs problèmes. Empreinte carbone élevée, exploitation des ressources, conditions de travail douteuses. La tendance croissante à créer des jeux avec toujours plus de matériel, et on l'a bien vu au Salon d'Essen, des figurines en plastique, des accessoires volumineux, eh bien tout ça, ça va à l'encontre des pratiques écologiques responsables. Pour illustrer ces enjeux, une étude menée par Stéphanie Kisser sur l'analyse du cycle de vie des jouets en bois et en plastique, donc l'analyse du cycle de vie, ça s'appelle l'ACV, si vous voulez faire des recherches sur le sujet, eh bien, l'analyse du cycle de vie des jouets en bois et en plastique confirme une intuition que donc les jouets en bois certifiés FSC ont une empreinte carbone bien plus faible que les jouets en plastique fabriqués à partir de pétrole. C'est intuitif, mais c'est toujours bien de pouvoir des fois asseoir ces certitudes sur des travaux scientifiques. Et ces résultats donc, qui sont sur les jeux et les jouets sont évidemment directement applicables aux jeux de société où le choix des matériaux peut grandement influencer
l'impact environnemental du produit final. Alors face à ces défis, certains éditeurs choisissent d'imprimer en Europe, de privilégier des matériaux éco-responsables, tels que le bois certifié FSC, le papier recyclé, ou même des plastiques qui sont biosourcés. Ces choix permettent de réduire l'empreinte carbone liée au transport et de soutenir des pratiques plus durables. On voit aussi des initiatives très intéressantes, zéro déchet, ou des designs minimalistes, et également des formats où sont réduits, les matériaux peuvent être réutilisables, les pièces de jeu peuvent être réutilisables, et donc c'est intéressant de penser donc la matérialité du jeu dans une optique de responsabilité environnementale et de cycle de vie, d'usage et de recyclage. Ces réflexions s'étendent également à la notion de consommation culturelle. Jouer, c'est aussi faire des choix sur le type de société que l'on souhaite encourager, en privilégiant des jeux qui sont à la fois divertissants et durables. Je dis souvent, en fait, si on veut changer le monde, on a deux cartes qui sont très utiles, sa carte d'électeur et sa carte bleue. Et c'est avec ça, à mon avis, qu'on fait concrètement progresser les choses. Alors je vais conclure, et je ne pouvais pas, parce que là je pense que ça colle bien, ne pas citer Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, notre figure totémique de mes Ticket to Teach. Eh bien, il disait « Les choses les plus simples sont les plus profondes ». J'adorais ça, je la connais depuis longtemps cette citation, je la ressortais très souvent parce que en fait on peut aller très loin avec ça. Donc les choses les plus simples sont les plus profondes. Aussi, la matérialité du jeu, loin d'être une question accessoire, est au cœur de l'expérience ludique, de la culture des joueurs et des défis contemporains. Alors la prochaine fois, Damien, Nicolas, Florine, la prochaine fois que vous lancez un dé, vous déplacez un pion, souvenez-vous que derrière chaque objet se cache une histoire et parfois même un choix éthique.